Ma femme a trompé avec mon frère qui traversait une crise dans sa vie. Par la suite, j'ai personnellement vu qu'ils avaient des relations sexuelles par vidéoconférence. Je m'appelle Ryan, j'ai 31 ans, je vis dans une banlieue américaine ordinaire et je travaille comme logisticien pour un grand réseau d'entrepôts. Le travail n'est pas le plus inspirant, mais il est stable et permet de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai une femme, Anna, elle a 30 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans et elle en avait 23. À ce moment-là, je travaillais déjà et elle étudiait pour devenir infirmière. Tout a commencé par une légère correspondance sur Facebook, puis un café, des promenades, et tout est devenu sérieux assez rapidement. Un an après notre rencontre, nous avons emménagé ensemble. 6 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Nous n'avons pas attendu, nous nous sommes mariés, même si c'était une cérémonie modeste. Et puis, tout s'est enchaîné. Une maison avec un prêt hypothécaire, des rénovations faites par nous-mêmes, notre première fille, Lily, elle a maintenant 4 ans. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais il y avait quelque chose que je pensais plus solide que n'importe quelle crise. C'était nous, notre famille, ses mains, son odeur. Quand Lily est née, Anna a temporairement quitté son travail, puis elle a fait des petits boulots ici et là. Mais elle restait principalement à la maison avec l'enfant. Moi, au contraire, j'ai commencé à prendre des quarts de nuit pour compenser le revenu. À un moment donné, nous avons même commencé à vivre selon des horaires différents. Elle se couchait avec l'enfant, je partais, elle se réveillait. Je me couchais. Nous nous voyions principalement le week-end et brièvement en semaine. Je pensais que c'était normal, que c'était une étape, que c'était pareil pour tout le monde. Quelques années après la naissance de Lily, nous avons pris une deuxième voiture à crédit. Cela a donné plus de liberté à Hannah. Elle pouvait faire des courses, maman, parfois emmener une amie, parfois sa fille au parc. Elle est devenue un peu plus vivante. J'étais content. Qu'elle ait enfin retrouvé de l'énergie et de l'humeur. À l'époque, je ne pouvais même pas imaginer où tout cela mènerait. À peu près à la même époque, mon frère cadet Lucas s'est retrouvé dans une situation difficile. Il a divorcé. Sa femme est partie, emportant l'enfant avec elle, et le laissant pratiquement sans rien. Nous avons toujours été proches, bien que différents. Je suis calme et réfléchi, tandis qu'il est fiable, charismatique, mais impulsif. Je ne pouvais pas le laisser à la rue. J'ai immédiatement proposé qu'il vive temporairement chez nous, et Hannah a accepté. Bien que dans ses yeux, on pouvait lire que ce n'était pas ce qu'elle voulait au départ. Elle a dit que dans les moments difficiles, la famille devait rester unie. Je lui en étais reconnaissant. Lucas s'est installé dans notre petite chambre au rez-de-chaussée. Il aidait, avec Lily. Parfois, il la récupérait à la maternelle, cuisinait quelque chose, réparait des choses dans la maison. C'était même amusant. Pendant un moment, l'énergie est revenue dans la maison. Au début, j'étais seulement content. Mais ensuite, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange, d'indirect, de non évident, mais à peine perceptible. De cette catégorie où tu ne peux pas dire que c'est exactement ça. Mais quelque chose en toi commence déjà à pourrir de l'intérieur, comme une écharde que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Parfois, je rentrais plus tôt de mon service de nuit et j'entendais Anna et Lucas rire dans la cuisine. Ils riaient doucement, comme des adolescents au lycée. Et quand j'entrais, le silence tombait instantanément, comme si quelqu'un avait coupé le son. Je n'y prêtais pas attention. Je mettais ça sur le compte de la fatigue, de la paranoïa, du fait que j'étais moi-même devenu irritable. Mais cela se répétait. Un jour, je me suis réveillé à cause d'un bruissement derrière la porte de la chambre. Il était environ 2 heures de l'après-midi. Anna devait être au parc avec Lily et Lucas chez un collègue de travail. Mais j'entendais distinctement sa voix, riant, puis la voix de Lucas. Ils étaient dans le salon. J'ai entrouvert la porte. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé. Pas tout à fait collés, mais plus proches que je ne l'aurais souhaité. Elle s'appuyait contre lui avec son épaule et montrait quelque chose sur le téléphone. Je n'ai pas voulu entrer, j'ai simplement refermé la porte et me suis recouché. Je suis resté allongé les yeux fermés, le cœur battant dans ma gorge. Quelques jours plus tard, alors que je lavais la voiture dans la cour, mon voisin, Matt, est venu me voir. Nous avons de bonnes relations, nous nous aidons mutuellement pour les petites choses à la maison. Il a dit qu'il voulait m'envoyer une photo de son chien qui avait fait des bêtises dans le jardin arrière,
et il a plaisanté en disant que cela pourrait être un motif de plainte. Je n'ai pas compris où il voulait en venir, mais j'ai, plus tard, reçu une photo de sa part. Sur cette photo, qui avait été prise, avec sa caméra, on voyait par hasard la porte latérale de notre maison. Là, ma femme tenait un homme par les fesses. Il était tourné, de dos, mais j'ai immédiatement compris que c'était Lucas. Ce jean, ces bottes, je les connaissais. Je n'avais pas de mots. Je ne savais pas comment réagir. Je me suis simplement assis dans la voiture, j'ai allumé la climatisation et je suis resté assis pendant 10 minutes. Sans penser, juste le vide. Mais tu sais ce qui fait le plus mal? Au fond de moi, je savais. Je savais déjà. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas dormi la moitié de la nuit. Je suis juste resté allongé sur le lit, fixant le plafond, repassant tout en boucle. La photo de la caméra, la veste de Lucas, comment elle s'est blottie contre lui il y a quelques jours, ces rares regards que je n'avais pas remarqués auparavant. Et maintenant il refaisait surface avec netteté, comme si quelqu'un avait soudainement augmenté le contraste dans ma mémoire. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, bien que je n'ai presque pas fermé l'œil. Anna préparait le petit déjeuner. Lucas était déjà parti, soi-disant chez un ami pour un petit boulot. Je l'observais, comme si c'était la première fois. Elle était comme toujours, un peu fatiguée, les cheveux en chignon, dans son t-shirt préféré, et détendue. Mais maintenant, chaque mouvement suscitait des questions en moi. Pourquoi sourit-elle si facilement? Pourquoi ne ressent-elle pas de culpabilité? Ou peut-être qu'elle en ressent. Je tentais de percevoir ne serait-ce qu'une ombre de malaise, mais rien. Juste le vide. Je ne savais pas quoi faire. Juste demander « Hé, tu couches avec mon frère ?» Cela semblait être une folie insensée. D'autant plus si tout à coup, il s'avérait que je me trompais, je détruirais tout. Je devais être sûr. Ce jour-là, je suis allé au travail, un peu plus tôt, mais je suis revenu de manière inattendue, sous le prétexte de documents oubliés. La maison était vide, mais quand je suis entré dans la chambre de Lucas, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Sur la table de chevet, il y avait une crème pour femme, comme celui qu'Anna utilisait, et une barrette abandonnée. Rien de criminel en soi, mais je savais exactement que c'était à elle, à ma femme. Et elle n'entrait jamais dans cette pièce sans nécessité. Quelques jours plus tard, ma fille a dit une phrase qui m'a coupé le souffle. Nous étions en train de construire des Legos ensemble, et j'ai demandé à Lily si elle avait aimé la sortie au parc. Et elle a soudainement prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais. Quand l'oncle Lucas fait plaisir à maman, maman rit toujours. Je suis resté figé. J'ai simplement demandé à nouveau, je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit auparavant. Et elle a dit que quand papa n'est pas à la maison, alors maman et Lucas jouent à un jeu. Maman dit qu'elle ne se sent pas bien et l'oncle lui fait du bien. Elle a dit cela avec une telle innocence enfantine, comme si elle parlait d'un dessin animé. Je ne savais pas comment réagir. Mon cœur battait comme un tambour. Tout à l'intérieur s'est retourné, non pas à cause de la phrase, mais à cause du fait que, avec quelle facilité elle a été prononcée. J'ai couché ma fille plus tôt, même si je n'étais pas pressé. Ensuite, je suis sorti. Je me suis assis dans la voiture et je suis resté là. Mes yeux regardaient, droit devant, mais je ne voyais rien. J'entendais seulement un bourdonnement dans mes oreilles. Le lendemain, j'ai dit que je voulais vérifier un soupçon. J'ai appelé un réparateur que je connaissais, qui avait réparé le nouveau, routeur il y a quelques mois. Il avait mentionné une fois que parfois, pour un prix symbolique, il pouvait récupérer des données effacées des téléphones, et je savais qu'Anna ne mettait jamais de mots de passe. Elle n'est pas technophile, elle n'y connaissait rien. J'ai attendu le moment où elle prenait une douche, et sur quelques minutes, j'ai pris son téléphone, j'ai posé le mien à côté, je l'ai connecté à l'application, et j'ai fait une sauvegarde. Cela a pris plus de 10 minutes, mais ça en valait la peine.
Ensuite, j'ai tout rapidement supprimé et remis le téléphone à sa place. Le soir, j'ai remis l'archive à ce réparateur. Il a dit qu'il m'enverrait tout ce qu'il trouverait le lendemain, et il l'a fait. Il y avait des conversations, avec des numéros supprimés. Les noms directs n'étaient pas indiqués, mais je lisais des lignes dans lesquelles elle remerciait pour la soirée, le qualifiait de plus, d'épaule chaleureuse, et écrivait « Il ne le saura jamais. Il te voit comme son petit frère. Et moi, je ne veux pas m'arrêter. » Des photos, des discussions, des audios où l'on entend sa voix. Tu me rends folle. Et le plus dégoûtant, des blagues entre eux sur la façon de vérifier la prostate après le sommeil pendant que Ryan dort. C'était Lucas, même, sans signature. Trop de coïncidences. Ces expressions qu'il utilise toujours, ces abréviations. Je relisais cela encore et encore. Chaque ligne semblait couper un morceau de ma poitrine. Il n'y avait ni caméra, ni diffusion, ni preuve claire en vidéo, seulement des mots, leurs mots, leurs conversations nauséabondes de proximité, dans lesquelles je suis juste un obstacle. Je n'ai ni crié, ni fait de scène. Je ne pouvais tout simplement plus rester dans cette maison. Cette nuit-là, j'ai pris un oreiller, une veste, et je suis allé dormir dans la voiture. Je ne pouvais pas respirer entre ces murs. Le matin, pendant qu'elle dormait encore, je suis allé chez mes parents, j'ai dit à eux, j'ai besoin de rester, au moins quelques jours, le temps de comprendre ce qui s'est passé. Je ne savais pas comment commencer cette conversation. Les jours s'étiraient, comme du chewing-gum. Je vivais chez mes parents. Anna écrivait. Elle écrivait tous les jours. Elle voulait savoir où j'étais, pourquoi j'étais vexé, et si tout allait bien. Mais je ne répondais pas. Je ne pouvais tout simplement pas. Chaque soir, je regardais les captures d'écran, les phrases de leur conversation. Je devais non seulement comprendre cela, je devais le vivre. Réaliser que la femme que j'aimais, la mère de mes enfants, partageait sa vie avec mon frère. Le 3e jour, je n'ai pas tenu et je suis rentré chez moi. Je suis entré, comme si je revenais simplement après une nuit à l'extérieur. Sac à la main, veste, une 2e. Elle a couru dans le couloir, agitée, et a commencé à crier. Elle voulait savoir où j'étais, comment j'avais osé les laisser, même pour quelques jours, et être resté silencieux tout ce temps. Mais je suis passé devant elle en silence, et j'ai dit qu'elle devait aller à la cuisine immédiatement. Comme si elle avait senti, et s'est immédiatement tue. Je me suis assis dans la cuisine. J'ai posé devant moi l'impression de la correspondance. Je me suis assis en face d'elle, sans crier. Je la regardais simplement dans les yeux, et je ne pouvais pas prononcer un mot. Elle a pris chaque feuille, a tout examiné et s'est figée, avec un choc, sur le visage. Elle a essayé de se justifier, disant que ce n'était pas ce que je pensais, et que tout cela n'était pas vrai, mais comment cela pouvait-il être faux? Comment pouvait-on le comprendre autrement? Comprendre. Elle a commencé à s'embrouiller, à marmonner, à détourner le regard. Puis elle a avoué que tout cela était un accident. Tout a commencé pendant une période difficile, et elle ne le voulait tout simplement pas. J'ai frappé la table avec la paume de ma main, pas fort, mais avec un son qui a fait s'envoler un flot de mots de sa bouche. J'ai juste commencé à me disputer avec mon frère. Elle, trompée avec mon foutu frère, quand il avait besoin d'aide, mais ce n'était pas de cette aide dont il avait besoin. Elle a pleuré, s'est assise par terre, s'est recroquevillée, comme si elle voulait disparaître, disant qu'elle se sentait seule. À travers ses larmes, elle a murmuré que j'étais toujours au travail et que je ne lui consacrais pas de temps. Elle ne cherchait rien. C'est juste arrivé. Il était là, et il comprenait. Ces mots m'ont déchiré. Celui qui était autrefois ma famille m'a trahi. Comment pouvais-je? Comment pouvais-je comprendre? Elle lui permettait de la toucher, de l'embrasser. Elle couchait avec lui. Dans ma maison, dans notre maison. Avec nos enfants derrière, le mur. J'ai cessé de crier. Je parlais très doucement. Mais
Il me semblait que les murs tremblaient. Elle se tournait vers moi, demandait pardon, suppliait de ne pas détruire la famille, mais je ne ressentais ni rage ni vengeance, seulement du vide. Comme si je n'existais plus. Ne pas détruire la famille? En effet, probablement j'ai commencé à la détruire, depuis le milieu même. Lucas est arrivé le soir, comme d'habitude, détendu, avec des sacs du supermarché. Il est entré dans la cuisine, m'a vu et s'est figé. Son visage est devenu blanc. Je ne lui ai pas laissé dire un mot, j'ai juste dit de laisser la nourriture et ses clés. Il est resté silencieux, à poser les sacs. Je me tenais en face, ne sachant même pas comment le frapper, soit avec des mots, soit avec le poing. Mais finalement, j'ai simplement dit qu'il avait couché, avec ma femme, sous mon toit. Il a fait tout cela avec elle, pendant que je travaillais, pour nourrir chacun d'entre nous, au coma de chacun. Il a essayé de dire quelque chose comme c'était une erreur, tout est confus, mais je n'ai pas simplement permis que cela se produise. Je voulais juste le chasser pour toujours. Il a regardé Anna, qui était assise dans le coin en sanglotant, puis m'a regardé et est sorti. Sans affaire, sans un mot. J'ai fermé la porte derrière lui et me suis assis directement sur le sol. Ma tête s'est appuyée contre le mur. Je ne pleurais pas. J'étais épuisé. Tout ce qui était avait brûlé jusqu'à devenir cendre. La nuit, j'ai dormi sur le canapé. Anna est restée dans la chambre. Entre nous, il n'y avait pas seulement un mur, entre nous, il y avait des cadavres de confiance que nous ne pouvions ni relever, ni enterrer. Après le départ de Lucas, la maison est devenue vide. Pas physiquement. Elle était déjà silencieuse, mais un autre type de silence est apparu. Il ne permettait pas de respirer. Le silence, après une trahison, n'est pas le même que après une dispute. Il n'y a pas d'espoir, seulement du froid. Anna ne partait pas. Elle préparait le dîner, faisait le ménage, s'occupait des filles. Mais elle le faisait d'une manière différente. Je ne lui parlais presque pas, seulement pour des raisons pratiques, seulement à propos des enfants. Mais elle faisait des efforts, énormes, vraiment énormes. Je le voyais. Quelques jours après cette conversation, elle est entrée dans la pièce où je dormais sur le canapé, s'est assise par terre à côté. J'ai fait semblant de dormir, mais elle a quand même commencé à parler et à demander pardon. Elle a demandé de ne pas tout détruire. Pour Lily, pour Ellie. Elle savait qu'elle avait agi de manière horrible, mais elle jurait qu'elle ne voulait pas me perdre. Elle ne voulait pas perdre. Nous. Tout ce qui existait. J'ai simplement ouvert les yeux, je l'ai regardée. Elle n'avait pas de maquillage. Rien sur le visage. Ses cheveux étaient en désordre, son regard brisé. Des larmes coulaient. Je ne l'avais pas vue comme ça. Depuis très longtemps. Je n'ai pas répondu à ce moment-là. Je me suis simplement tourné de l'autre côté. Mais à l'intérieur, quelque chose a vacillé. La semaine suivante, elle semblait avoir changé. Elle a cessé de sortir de la maison, a supprimé tous ses réseaux sociaux, m'a demandé le mot de passe du compte familial de messagerie. Elle a dit qu'elle voulait de la transparence dans notre relation. Elle a même proposé d'aller voir un psychologue. J'ai accepté. Nous avons suivi 5 séances. Elle se comportait de manière extrêmement sincère. Elle disait qu'elle n'avait jamais compris auparavant combien je comptais pour elle, combien j'avais pris sur moi. Il semblait qu'elle... La vérité veut tout restaurer. À un moment donné, il m'a même semblé que nous pourrions surmonter cela. Que la douleur deviendrait simplement un souvenir qui s'estomperait avec le temps. Nous avons même commencé à dîner ensemble. Une fois, j'ai vu que Lily disait doucement à ma fille Ellie que peut-être papa aimait à nouveau notre maman. Mais mon cœur me disait que tout n'était pas si clair. Quelque chose dans son regard ne correspondait pas à ce qu'elle disait. Tout semblait correct, comme si elle faisait des efforts non pas pour nous, mais pour la stabilité. J'ai commencé à remarquer qu'elle restait à nouveau plus longtemps dans la salle de bain. Elle a recommencé à cacher son téléphone, alors qu'avant, elle me le donnait elle-même.
Je n'ai pas commencé à organiser un interrogatoire, je me suis juste souvenu et j'ai attendu. Tout s'est reproduit. Le soir, j'ai couché les filles et je suis retourné au salon. Anna a dit qu'elle allait prendre une douche, mais en passant devant la chambre où vivait autrefois mon frère, j'ai entendu une voix familière, un rire étouffé et un homme, très silencieux, mais certainement pas d'un film. Je me suis figé. Mon cœur battait dans ma gorge. Je me suis approché doucement de la porte. Elle était entr'ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. Anna était assise au bord du lit. Elle tenait un téléphone dans une main, avec un appel vidéo à l'écran. L'homme à l'autre bout portait un t-shirt, mais en dessous, de la taille, il était complètement nu. Anna avait la main entre ses jambes et disait qu'il lui manquait beaucoup, que tout cela était pour lui, et l'appelait son bébé. Et que je ne soupçonne même pas qu'Anna pense constamment à mon frère quand je suis près d'elle. Je ne me souviens pas comment je suis entré, comment je me suis approché d'elle, comment elle m'a soudainement remarqué dans le reflet, a sursauté et a essayé de jeter le téléphone, mais c'était trop tard. Elle était assise, en état de choc total. Sans même essayer d'expliquer quoi que ce soit, elle est juste restée figée, enveloppée dans le drap. J'ai essayé de lui pardonner pour nous, pour les filles, pour tout ce que nous avions construit, mais elle... Je n'ai pas pu. Je me suis retourné et je suis sorti de la chambre. J'ai quitté la maison cette nuit-là. J'ai dormi dans la voiture, sur le parking du supermarché. Le matin, j'ai envoyé un message à mon avocat disant que j'étais prêt à commencer et à tout terminer, cela. 2 jours et demi après cet appel vidéo, j'étais déjà assis dans le bureau de l'avocat. Il m'écoutait attentivement, sans m'interrompre. Quand je lui montrais les conversations imprimées, les captures d'écran et les enregistrements détaillés de ma femme, tout cela était extrêmement nécessaire, surtout pour la garde. Si l'on montre que la mère privilégie ses plaisirs personnels aux intérêts des enfants, le tribunal en tiendra compte et sera plus enclin à une décision de qualité pour résoudre le conflit. Nous avons demandé le divorce le lundi suivant. Je n'ai même pas prévenu Anna à l'avance. J'ai simplement laissé les documents sur son bureau avec ma signature. Prends-en connaissance. 2 heures plus tard, elle a fait irruption dans mon bureau. Elle savait où se trouvait mon cabinet de consultation. Elle est entrée sans dire bonjour, a juste commencé à crier furieusement que je ne pouvais pas être sérieux après tout ce que nous avions traversé. Je n'étais pas sérieux à propos de demander le divorce après tout ce qui s'était passé. Elle criait, puis pleurait, puis criait à nouveau, puis... Elle suppliait, me demandait de penser à nos filles, disait que je détruisais leur vie. Mais vous savez quoi? Je ne détruisais pas leur vie, mais la fausse façade dans laquelle nous étions tous étouffés ensemble. Les procédures ont duré presque 3 mois. Nous avons tous deux fourni au tribunal des évaluations, des rapports psychologiques, des recommandations. J'ai insisté pour une garde partagée. Anna voulait que les filles vivent avec elle et que je les prenne le week-end. Son avocat a essayé de me dépeindre comme froid, émotionnellement distant, qui avait quitté la famille et dormait dans la voiture. Mais j'ai amené l'enseignante de Lily, qui a raconté comment la fille avait changé pour le mieux après que j'ai commencé à la prendre plus souvent. J'ai montré des certificats de psychologue, des échanges avec les parents de Hannah, où ils me remerciaient. De moi pour essayer de maintenir la stabilité pour les enfants. Hannah a essayé de susciter la pitié, disant qu'elle regrettait d'avoir eu une crise. Elle nous aimait, tous les deux, moi et mon frère, mais le juge la regardait froidement. Officiellement, nous avons divorcé. Tout a été partagé en 2. La maison reste à Hannah, mais seulement parce que j'ai volontairement accepté de la lui laisser. Maintenant, il y aura une garde partagée des enfants, sans restriction pour moi. Et aussi, une pension alimentaire, que je paierai jusqu'à leur majorité. J'ai loué un appartement non loin du quartier où vivait Hannah. Je voulais que ce soit pratique pour les filles, pour qu'elles n'aient pas à changer d'école.
J'ai acheté un vieux, mais confortable, SUV. Il contenait tout le nécessaire pour les sorties avec les enfants. Nous avons aménagé avec eux un coin pour la créativité, nous dessinions, construisions des châteaux avec des coussins. J'ai commencé à les emmener à des cours de natation et de gymnastique. Je les récupérais toujours par l'intermédiaire de mes parents. Nous avions un accord simple, elle. Amener les enfants, puis j'arrivais, et les filles sortaient. C'était tout. Sans aucune scène. Elles couraient à ma rencontre, vers moi avec leur sac à dos, agitant les bras et riant. Surtout Lily. Elle avait pris l'habitude de grimper sur mon dos avant que nous montions dans la voiture. Je ne l'en empêchais pas, même quand j'étais fatigué, je ne l'en empêchais pas. Parce que c'était notre rituel, et non des souvenirs du passé. Anna, elle continuait à écrire. D'abord des demandes, puis des menaces, puis des déclarations d'amour. Mais je savais qu'elle ne savait pas simplement vivre, sans tout contrôler. Ma sœur m'a dit qu'Anna avait déjà un nouvel homme. Peut-être qu'elle essayait de me provoquer pour faire pression sur mes droits de garde. Encore une fois, elle était dehors la nuit. Mais maintenant, cela a cessé d'être mes préoccupations. Ma mère a dit que j'étais devenu différent. Calme, triste, mais fort. Je suis devenu plus fort en tout, bien qu'elle comprenne. Elle me demande de pardonner Anna, pas dans le sens des relations, mais pour que ma vie soit plus facile. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris ma mère dans mes bras. Et vous savez, maintenant, je peux dire que je suis heureux. Mais je suis libre, je ne vis pas dans le mensonge, je ne fais pas semblant, je ne respire pas l'air des autres. J'ai 2 filles qui me serrent dans leurs bras à chaque fois qu'elles me voient. J'ai le silence qui ne pèse plus, mais apaise. J'ai le droit à une nouvelle vie, pure, sans trahison. Je ne veux pas que cela se reproduise encore, mais avec une autre femme. Je veux changer, tout, une fois pour toutes. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.